Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence sur les Star Wars Stories, les spin-offs Star Wars. Nous, on est Adrien et Simon de Star Wars Universe. Adrien, présente-toi rapidement. Adrien, toujours spécialiste littérature Star Wars sur Star Wars Universe, et puis Simon, Spécialiste Lego, fanart, ce genre de choses. Donc aujourd'hui on va vous parler des Star Wars Stories, les spin-offs Star Wars. On va commencer dans les années 70, puisqu'il y a les premiers spin-offs qui sont sortis dans ces années-là. On verra un peu ce qui se passait à l'époque. Et après on abordera Rogue One, les spécificités de Rogue One par rapport à un épisode 7 ou un épisode 8. Et on terminera par l'actualité et les informations qu'on a, sans trop de spoiler, sur les futurs spin-offs qui nous attendent dans les années à venir. Et je parlais des années 70, voilà, il y a 40 ans, un petit peu moins de 40 ans, sortait Star Wars épisode 4, enfin Star Wars à l'époque, renommé après épisode 4. Et un an plus tard, sur la chaîne de télévision CBS aux États-Unis, apparaissait un téléfilm appelé le Holiday Special. En France, c'était au temps de la guerre des étoiles, on l'a eu un petit peu plus tard, il me semble. C'est un téléfilm avec tous les acteurs de la saga, avec Mark Hamill, avec Harrison Ford, avec Carrie Fisher, avec Anthony Daniels dans le rôle du droïde, il y avait tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de cette époque, de Holiday Special? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été le voir sur Internet? Il y a des curieux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu à la télé? C'est une question ça. Oui. Bon, a priori à l'époque ça plaisait pas trop mal parce que de toute façon il n'y avait pas beaucoup de Star Wars, il n'y avait pas de bouquins, il y avait quelques BD, mais voilà. L'essentiel de Star Wars c'était les films. Et donc là, c'est une nouvelle dose de Star Wars, un an après le film, c'était assez cool. Avec le recul, très rapidement, de toute façon, George Lucas a fait en sorte qu'on ne puisse pas le revoir. Pendant longtemps, il s'est battu pour qu'il n'y ait plus aucune copie sur Internet qui soit disponible. On ne peut pas l'acheter en DVD aujourd'hui, tout le reste on peut. Mais le Holiday Special, pour l'instant, il n'y a pas droit. Est-ce qu'on aura droit un jour à quelque chose, peut-être l'année prochaine pour les 40 ans, c'est très rigolo. Et voilà. Si on peut détailler un petit peu l'histoire, on peut. Hein, on a le temps. On a le temps. Bon. C'est une très belle histoire où Chewbacca veut retourner sur sa planète Kashyyyk. On peut le noter quand même, c'est à cette occasion que Kashyyyk a été créé. La planète des Wookiees, on a pu voir la famille de Chewbacca, son père, sa femme, son fils, les jeux de son fils, les hologrammes un peu érotiques de son père. Voilà, c'est ce genre de choses très intéressantes. Et donc, bon, le but c'est d'aller fêter la fête de la vie. Donc, les héros essayent d'atteindre Kashyyyk dans les temps pour fêter la fête de la vie, avec à la fin une très belle chanson chantée par Carrie Fisher. Voilà, si vous avez la question, regardez-la ou pas, comme vous le sentez. Mais l'essentiel du film, c'est surtout centré sur la famille de Chewbacca. Donc, voilà, pendant une demi-heure ou 40 minutes, on les entend grogner, sans qu'on les comprenne vraiment. C'est voilà, pittoresque, ça vaut le coup d'œil, c'est une production officielle de Lucasfilm quand même. On a eu beaucoup mieux et bien pire qui a été produit à côté, mais ça c'est assez notable. Puis on a même la voix de Dark Vador, donc vous avez Dark Vador dans ce film, je l'oubliais, je sais même plus à quel moment il apparaît. et surtout le petit dessin animé. Le petit dessin animé, c'est vrai que c'était la première apparition de Boba Fett dans l'univers Star Wars. Ils étaient en train de le préparer pour l'épisode 5. Mais déjà, il voulait teaser son apparition dans l'épisode 5 2 ans plus tard en le faisant apparaître dans un petit dessin animé où il avait sa première version d'armure qui était un peu blanche. Le dessin animé était peut-être la meilleure chose à voir dans l'Holiday Special parce que la vie de chercher juste le dessin animé, ça vaut le coup. Puis ils sont pas. Voilà, c'est pas parce qu'il y avait eu l'Holiday Special qu'il fallait s'arrêter en si bon chemin. Donc 77 épisode 4, 80 épisode 5. 83, épisode 6. Les enfants avaient beaucoup aimé les Ewoks, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des téléfilms avec des Ewoks. Donc c'est comme ça qu'on a eu les aventures des Ewoks. Le premier qui était la Caravane du Courage, en France on l'a pas eu sous ce nom-là, je crois que c'était l'aventure des Ewoks. En anglais c'était Caravan of Courage. Depuis ils l'ont renommé en français la Caravane du Courage. Et puis un an plus tard, la bataille d'Endor. On a des petits terriens qui se retrouvent
par hasard sur la planète Endor, qui sont un peu accueillis par nos petits Ewoks. Ewoks qui parlent d'ailleurs, les souvenirs sont bons. Ce qu'on retiendra sur tout ça, c'était les chansons de Dorothée, c'est passé sur TF1. Et je crois même que c'est sorti dans les cinémas en France à l'époque, pour Noël. Non, pas, j'étais pas né. Moi non plus. Oui, on a une confirmation. C'est sorti au cinéma en France, voilà. Voilà, c'était des histoires avec des sorcières, avec des gros monstres, des choses un peu étranges. Pour les amateurs de l'univers étendu, par contre, voilà, ils ont fini par raconter que la sorcière qu'on voyait dans la série Ewok, c'était une sorcière de Dathomir. Quelque part, la première sorcière de Dathomir date des années 80. C'est assez rigolo. Une sorcière de Dathomir qui a été réintroduite dans la série Code Noir. Super transition. Série qui a d'abord été un film, qui a été introduite par un film, qui est en quelque sorte un spin-off de Star Wars. Bah, il est sorti au cinéma en plus. Voilà, un film sorti au cinéma en 2006. Et il y a une date 2008, pardon, ça repasse. Le pire, c'est que j'ai écrit là. Et ça suivait un peu la logique d'un film tous les 3 ans, parce qu'on avait eu en 2005 La Revanche des Sith, et puis 2008 de Clone Noir. Donc un autre spin-off, un spin-off animé, le premier, puisque maintenant on peut dire que chaque saison de Rebelle commence par un spin-off, c'est pratiquement. Donc The Clone Wars, donc à l'époque c'était une manière de continuer de voir du Star Wars au cinéma, hein, parce que les personnes un peu plus jeunes comme moi qui ont découvert Star Wars au cinéma avec l'épisode 1, on avait notre film tous les 3 ans, on a eu notre The Clone Wars, qui donc se situait entre l'épisode 2 et l'épisode 3 et qui a introduit après les 5 saisons et demie de la série. Et il est important de noter que ce film a lui aussi bénéficié d'une novélisation, et c'est la seule novélisation qui est non canon des films, voilà, non officielle des films. Après les novelisations, je trouve que les paragraphes qui sont repris dans les films qui sont officiels. Ah oui, mais ça reste officiel. Oui. On peut noter que c'est aussi dans ce dessin animé-là, cette série d'animation-là qui est apparue pour la première fois Ahsoka Tano, la Padawan d'Anakin pendant la guerre des clones, depuis une assez longue carrière. Il faut rajouter aussi que à la base c'était 4 épisodes de la série. Et puis ils se sont dit que plutôt que de les sortir un épisode par un épisode, ça vaudrait le coup de le sortir au cinéma. Il y aurait des gens qui allaient le voir, effectivement, on allait le voir. Mais voilà, c'est 4 épisodes qui ont été remontés pour faire un seul gros et le sortir au cinéma. Et ça a ouvert la tradition de faire un spin-off sans texte déroulant. Ah oui. Et le gros titre Clone Wars, et comme on a eu le gros titre Rogue One. Il n'y avait même pas la petite voix de Yulra. Il y avait une voix off. Il y avait une voix off. Le fils de Kylo a été relevé. Ouais, bon, il n'y a pas toujours eu que des bonnes choses en spin-off. Et enfin, on arrive à l'ère moderne des spin-offs, l'ère Disney des spin-offs, annoncée en 2013, donc très peu de temps après le rachat. Les spin-offs ont d'abord été nommés Anthologie. Ouais, ça ne se distingue pas bien, mais c'est écrit sous Rogue One en fait. À la limite, il y a le O qu'on voit sous le E de Rogue. Avant d'être renommé en Star Wars Story un peu après, donc cette volonté de faire des spin-offs a été mise sur la table très rapidement par Disney. C'est une annonce en 2013, on le voit assez facilement. La première annonce, c'était en 2012, quand il y a eu le rachat. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film numéroté tous les 2 ans, entrecoupé par des spin-offs. Ils n'avaient pas trop détaillé, il a fallu attendre l'été suivant pour avoir plus de détails. Rogue One a rapidement été le premier, je veux dire, l'idée de Rogue One a rapidement émergé, on verra ça tout de suite après. L'idée des spin-offs suivants, elle, a beaucoup évolué. Au début, le deuxième spin-off aurait sans doute été un spin-off sur Boba Fett. Finalement, avec ce qui s'est passé avec Josh Trank, comme quoi il y a eu des tensions avec le scénariste Simon Kinberg, et il est un peu persona non grata au sein d'Hollywood après son Cap Fantastique. Il y a eu
des petits chamboulements, des petits changements, et comme vous le savez, on aura le spin-off Han Solo, pratiquement pile dans un an, puisque ça viendra en mai. Exactement. Alors, on reviendra un peu plus sur Han Solo tout à l'heure. Rogue One. Rogue One, donc, qui a été annoncé à l'été 2013. À la base, c'était un petit synopsis qu'avait écrit John Knoll, donc celui qui faisait les effets spéciaux, enfin le directeur des effets visuels sur la prélogie, dont le frère a créé Photoshop, pour information. Petite anecdote rigolote. Qui avait, voilà, dit ah, ce serait bien si on racontait l'histoire des rebelles qui ont volé les plans d'Étoile Noire avant de les transmettre à l'EIA. À une célébration à l'époque, ils avaient diffusé une petite bande-annonce qui faisait bien envie, parce qu'on a pu en voir sur YouTube parce qu'elle n'a pas été rediffusée en bonne qualité depuis. Mais on n'avait pas plus d'informations que ça, on spéculait. Rogue One, ben, Rogue, ça va être l'escadron Rogue, mais en fait non, comme on l'a vu plus tard. On a rapidement su que ça serait l'Étoile Noire, puisque dans cette petite bande-annonce, l'Étoile Noire était visible. Oui. Après, quel serait son rôle, c'était pas encore débuté. C'était pas évident. Le tournage a commencé pendant l'été 2015, il y a maintenant un an et demi. Un tournage, bon, on n'avait pas trop d'informations dessus, c'est vrai que chez Lucasfilm, on a cette culture du mystère. Donc on savait le casting, on savait pas mal de choses, un peu les lieux de tournage, tout ça, mais ouais, on savait pas de quoi ça allait parler, on savait pas trop comment ça se passait, puis on a vu le temps passer. Il y a eu des rumeurs sur Disney qui n'aurait pas été très content des premiers visionnages du film, un montage qui serait refait, de tournage additionnel qui était nécessaire. On a eu l'été 2016, à 4 mois de la sortie du film, ils ont fait 5 semaines de tournage supplémentaires. Alors, ils se voulaient rassurants en disant ça a toujours été prévu, de toute façon on savait dès le tournage de 2015 qu'on allait refaire ce tournage additionnel. Mais en même temps, enfin, nous quand on suit les actus, on se dit est-ce qu'ils disent ça pour être rassurant ou est-ce que en fait est-ce que c'était toujours prévu? On ne savait pas. On a su du coup plus tard en décembre. Mais c'est vrai que les indicateurs n'étaient pas bons. Entre les retournages, le fait qu'en septembre, le compositeur de la musique du film, Alexandre Desplat, était un Français pour faire la première musique de Star Wars d'un film hors John Williams. En septembre 2016, Alexandre Desplat a quitté le navire parce que, pour différents créatifs avec Lucasfilm. En septembre, pour une sortie du film en décembre. C'est Michael Giacchino qui a repris le truc et qui a écrit une musique et l'a enregistré en 4 ou 5 semaines. Donc c'est incroyable. Donc voilà, c'était pas rassurant. Et en fait, on a eu quelques explications après la sortie du film sur pourquoi est-ce que le tournage avait été si compliqué. Pour revenir juste 2 secondes sur le tournage additionnel l'été dernier, quand on sait maintenant une des parties, une des raisons pour lesquelles ce tournage additionnel a été fait, c'est pour tourner. Tout le monde a vu le film, hein, on est d'accord. C'est pour tourner la scène finale notamment avec Dark Vador, la scène finale où il a mis son sabre. C'est-à-dire que sans ce tournage additionnel, vous n'auriez pas eu cette scène. Alors je pense qu'il y aurait eu beaucoup de déçus. Ou pas. Mais quand même beaucoup. Et de base, lorsqu'il faisait le montage, comme vous le savez, le vaisseau Vador arrive, il détruit le vaisseau amiral rebelle, et ils ont fait le montage, et le Tantive 4 partait, et le vaisseau de Vador poursuivait. Le film terminait comme ça, il faisait le montage, ils se sont dit, ça serait dommage quand même. Ça aurait été plus raccord avec l'épisode 4. Peut-être, mais ils se sont dit, ça serait dommage, et ils sont retournés en tournage, et ils ont fait cette fin qu'on connaît tous. Elle est assez cool, mais elle n'est pas très réaliste. Donc pour parler un peu d'Edward, c'est mon petit chouchou depuis Rogue One maintenant, que j'aimais déjà beaucoup à l'époque où il avait fait Monsters et Godzilla. Il a une méthode de tournage un peu particulière, c'est vraiment un réalisateur qui prend sa caméra sur l'épaule, qui va au-devant des scènes, il fait vraiment une immersion complète, il fait des plateaux à 360 degrés, il met des décors partout, il fait en sorte que toute son équipe, même les gens qui sont censés tourner, qui sont censés filmer, etc., la plupart du temps sont costumés, il n'hésite pas à aller les mettre sur le plateau. C'est vraiment une immersion complète, et surtout, il adore jouer, entre guillemets,
il prend sa caméra, il la met sur l'épaule, il voit un bout de décor qui est sympa, il dit ça serait cool de tourner une scène là-dessus. Quand il était aux Maldives, quand il voyait l'eau azur, avec peut-être 20-30 cm d'eau, il s'est dit ça serait trop cool de mettre des Stormtroopers qui marchent là, les pieds dans l'eau. Il a tourné la scène sans savoir s'il la mettrait dans le film. Finalement, elle n'y est pas, mais on a pu la voir dans des bandes annonces par exemple. La scène de Krennic avec sa cape qui flotte sur l'eau, c'est pareil. Il s'est dit ça serait cool à tourner, ça, je vais le tourner, on va voir si on le mettra dans le film. Et finalement, non. C'est plein de petites scènes comme ça qu'on a pu voir dans les bandes annonces. On peut dire qu'il a été un peu frustré de ne pas pouvoir les mettre, donc il les a mises dans les bandes annonces. Donc toutes les scènes qu'on voit dans les bandes annonces, c'est pas forcément que l'histoire du film a changé. Il y a eu des changements dans l'histoire du film, mais sur la bataille terrestre de Scarif, il y a quand même eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements, mais il y a aussi des scènes qu'il a tournées parce qu'il trouvait ça stylé de les faire, sans savoir s'il les mettrait dans le film. Il s'est fait sa petite collection de rush, en fait. On peut le voir comme ça. C'est ça, et ça explique aussi pourquoi est-ce que ils n'avaient pas grand-chose à nous dire ou à nous montrer à l'époque, parce que c'était un peu le bordel. Ils avaient plein de pistes différentes, ils avaient le choix. Ils ont faire ce choix, mais il y avait beaucoup de possibilités. Ils ont rajouté un autre scénariste, Tony Gilroy, juste sur la fin. Il a payé plusieurs millions pour superviser tout ça. On ne sait pas encore trop quelle est l'implication des uns et des autres, mais aujourd'hui, la version qui prévaut, c'est que quand même Edwards a pu faire le film qu'il voulait. À l'époque, on avait des gros doutes en lisant toutes les actus, mais Edwards a pu porter sa vision jusqu'au bout, tuer les personnages à la fin, quelque chose d'assez cool. Et comme nous, quand il a reçu, on lui a envoyé 2 scénarios possibles de spin-off. Il a choisi celui de Rogue One puisque ça introduisait son film préféré de tous les temps. Et comme nous, après avoir lu le scénario de Rogue One, il s'est dit mais c'est vrai, ce texte déroulant là, au début de l'épisode 4, ça parle d'une première victoire des rebelles, ça parle d'espions, mais on a toujours lu ce truc sans réaliser que oui, il y avait une histoire derrière. C'était un petit élément de background pour nous, c'était un détail. Et finalement, 3 lignes d'un texte déroulant au début de l'épisode 4. Le seul qui avait vu quelque chose, c'était John Knoll, qui a eu cette idée de Rogue One, et Gareth Edwards s'est dit mais oui, mais c'est bien sûr. Et il a dit je veux réaliser ce film. Il a bien fait. Et il a bien fait, et il l'a réalisé à sa manière. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu ces autres films, que ce soit Monster ou Godzilla, mais l'une des mises en scène d'Edwards, c'est ce qu'on appelle le gigantisme. C'est-à-dire dans Star Wars, on a toujours eu des choses assez grandes, comme les étoiles noires, l'exécuteur, ce genre de choses. Sauf qu'Edward, il a une manière très particulière de le faire, comme on le voit avec la scène avec le destroyer. On sait qu'un destroyer c'est grand. Mais si on met à côté du destroyer un élément de décor qui est beaucoup plus petit, on prend en compte cette taille. Dans son Godzilla, au moment où il y a les parachutistes qui sautent de l'avion, on les voit tomber le long entre guillemets de Godzilla, et là on prend toute l'ampleur de la taille de cette créature. C'est sa méthode. Avec Godzilla, on peut regarder la bande-annonce, c'est bien. Revoir le film en entier, c'est vraiment intéressant. Moi je le trouve très intéressant. Je trouve qu'il est très c'est voir ce qu'il a réalisé. Voilà, oui, tout à fait. Et il a une autre méthode aussi, c'est qu'il a un petit passif de documentariste, il a aussi travaillé sur des effets spéciaux, etc. Et il y a une autre méthode aussi, c'est que les éléments choquants, ou les éléments, importants, les destructions massives et tout, ils montrent toujours de loin. Il considère que les montrer de près, c'est pas possible, puisque les personnes qui le vivent meurent. Jeddah, quand on voit Jeddah exploser, on le voit de loin, on le voit pas d'un point de vue de Jeddah. Il y avait d'autres scènes, il y avait quand les destroyers explosent, quand Scarif, voilà, tout ça, ils le montrent toujours de loin. Le raz-de-marée sur Scarif, on le voit arriver. On voit la lumière. Et dès que la lumière disparaît, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vue de haut avec l'ouragan. Okay. C'est exactement pareil sur Godzilla. Beaucoup de gens avaient critiqué en disant qu'à chaque fois que Godzilla se mettait à détruire quelque chose, on changeait de point de vue, parce qu'on était toujours du point de vue des petits humains au pied de Godzilla, et les petits humains, ils restent pas au pied de Godzilla, ils s'enfuient, donc on le voit jamais.
c'était l'une des critiques du film, si on connaît les méthodes de... Ça s'appelle Godzilla, on voulait voir Godzilla. Oui, mais Gareth Edwards aime faire des films un peu documentaires, des films de guerre, et on suit les guerriers, et les guerriers, bah, ils ne courent pas vraiment vers Godzilla. Ouais. Ils le fuient. Bon, on va pas passer une heure à parler de Godzilla non plus. Oui, oui. On sorte du truc qui se ferme et bam. Quand ils rentrent dans un conteneur, parce qu'il y a Godzilla qui les attaque et les portes se ferment et puis on est le lendemain. Toi, t'es un journaliste, il y a Godzilla qui est en train de détruire une ville, tu t'enfuis. C'est pas la question. Je suis venu voir un film avec Godzilla. Pas un journaliste. Mais peut-être que c'est un documentaire sur Godzilla. Mais donc voilà, pour revenir à Rogue One, le film a été très bien reçu, que ce soit pour les questions de gigantisme, on a vu des images qu'on n'avait jamais vues encore avec une étoile noire. Pourtant, on a vu pas mal de films Star Wars avec une étoile noire, en tout cas une super arme. Mais le coup de l'éclipse, c'était très beau. Il y a l'idée de la mettre à l'envers. L'idée de la mettre à l'envers, c'est un peu facile. Et ça va, il fallait y penser. Oui. Bon, jamais quelqu'un s'est dit, tiens, je vais la mettre à l'envers. Le lever d'étoile noire, on voit à l'horizon la planète. Ah, très bien. Et puis, plein de petites choses de réalisation, on parlait, le côté documentaire, le fait que, comme George Lucas à l'époque, c'est quelqu'un qui va filmer dans les rues de Jeddah, il y a des figurants qui passent entre la caméra et les acteurs. Ça fait vivant. C'est pas un film où la caméra suit les acteurs et il y a des figurants qui passent derrière. Mais de rien, on s'est beaucoup habitué à ça. Mais quand on voit un film, Mos Eisley à l'époque ou là Jeddah, on voit des figurants qui passent partout devant les acteurs, il n'y a pas de problème, on continue à suivre l'action, et on a l'impression d'y être. Ça marche très bien. Puis un des autres points qui a choqué ou beaucoup plu sur Rogue One, c'est donc l'apparition du grand Moff Tarkin, puisque l'acteur Peter Cushing est mort depuis un certain temps. Mais ils ont décidé de lui donner un rôle assez important dans le film. On peut dire que c'est le 5 ou 6e rôle du film. En tout cas, c'est le 2 ou 3e méchant. Et était entièrement réalisé en image de synthèse sur la base de motion capture. Alors après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? On peut faire un vote. Qui a trouvé que Tarkin était réaliste dans ce film? Pas mal. Et qui l'a trouvé absolument dégueulasse? Il y en a qui ont l'air bien sur deux. Ça a été difficile. Bon. Donc voilà, après il y a eu des critiques qui ont été faites là-dessus sur le fait qu'on n'avait pas été prévenu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de promotions qui avaient été faites autour du film juste avant, sur Étoile Noire, sur les héros. Et finalement, on ne savait pas que Tarkin allait être présent. On a vu quelques rumeurs. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un roman qui se passe avant, et l'ayant lu, je me souviens avoir dit, il sera dans. J'ai dit d'une manière ou d'une autre qu'il sera dans le film. Et quand je l'ai vu apparaître la première scène, avec juste son reflet, je me suis dit, ils vont se contenter de ça. Le reflet dans la vie, c'est pas trop compliqué à modéliser et tout. Quand il s'est retourné, là j'ai été surpris. Mais on se doutait qu'il serait dans le film au vu de ce livre et au vu de rumeurs. Ah, mais à ce point-là, c'était surprenant. Oui, à ce point-là, c'était surprenant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur le... Oui, c'est un film qui a super bien marché. Pour un spin-off Star Wars, c'est vrai que c'est... Mine de rien, c'est compliqué. Ils ont eu beaucoup de mal à le vendre, ce film, puisque c'est pas la suite de l'épisode 7. Ça se passe avant l'épisode 4, mais c'est pas la prélogie. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et pourtant, il n'y a pas les Skywalker, il y a Solo, il y a Leia Organa, mais pour 2 secondes. Et hier, on a un peu parlé du marketing des spin-offs, qui a été radicalement différent de celui de l'épisode 7, où la présence médiatique et produits dérivés était nettement moindre que celle de l'épisode 7. Ils ont décidé de les mettre un peu en retrait pour bien faire la différence, pour bien marquer la différence avec l'épisode 7. C'est une critique que je pourrais faire aussi, c'est que l'épisode 7, ils ont tout fait pour le vendre comme n'étant pas l'épisode 7. Ils l'ont vendu comme étant le réveil de la force. L'épisode 7, on l'écrit, je crois, au tout début du texte défilant, mais toute la promo du film ne dit pas Star Wars épisode 7. Parce qu'il fallait que les gens puissent venir voir un nouveau Star Wars sans avoir vu les 6 précédents.
il fallait toucher un nouveau public. Donc forcément ça marche bien. Enfin, à l'époque ça avait bien marché. Et pour le coup, pour vendre un autre film qui lui n'est pas numéroté, enfin Rogue One, mais qui n'appartient pas à la saga principale des Skywalker, c'est bien compliqué. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont eu du mal à le vendre. Mais pourtant, ce film a fait mieux que l'épisode 1, a fait moins bien que l'épisode 7, mais du coup, c'est le deuxième film de Star Wars qui a le plus rapporté. Et je pense que c'était avant la vente des Blu-ray, donc peut-être que ça va encore monter un petit peu. Mais mine de rien, le pari est réussi. Donc pour ça, on peut leur dire bravo. Ah oui, une question. Qui a aimé le film, finalement? Qui l'a préféré à l'épisode 7? Et du coup, qui a préféré l'épisode 7? Et qui ne l'a pas aimé du tout? Ah, il y en a quelques-uns quand même. D'accord. Oui, donc voilà, la transition entre les anciens films et les nouveaux s'est bien passée. Il y a des gens qui ont été satisfaits par l'épisode 7, d'autres qui n'ont pas été satisfaits par l'épisode 7, mais je pense que la plupart des gens qui n'ont pas aimé l'épisode 7 ont aimé Rogue One. Qui n'a pas aimé l'épisode 7 et n'a pas aimé Rogue One non plus? Alors je crois que tu fais partie de l'équipe d'un site qui s'appelle Star Wars Universe. C'est pas très corporate. Je te prierai de sortir, s'il te plaît. T'aimes pas Disney, quoi. Parce qu'il n'aime pas Star Wars. Il y a des gens comme ça. On passe à un petit roman. T'as autre chose à dire sur le film? On va passer à tout ce qui concerne ce qui est sorti autour du film quand même pour nous préparer à ça à l'époque. Préparer finalement, un programme avait été annoncé comme pour l'épisode 7, Voyage vers l'épisode 7, un voyage vers Rogue One avait été annoncé, finalement non. Finalement les comics ont été annulés, le seul livre qui est sorti en lien avec Rogue One n'a pas de bandeau Voyage vers Rogue One. Il y a juste Rogue One Novel, on va dire, c'est Star Wars Story, c'est plus accuré. Donc ce roman est vraiment le roman introductif du film, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui se passe avant sur la famille Erso et sur Krennic. C'était un roman qui avait finalement peu d'intérêt avant le film, qu'on avait plus après la sortie du film. C'est plus intéressant à lire, je trouve, une fois qu'on a vu le film, parce que avant, c'est ce roman où j'ai compris que Tarkin serait dans le film, mais c'est pareil, on suppose, on se dit ah ça sera peut-être dans le film, ça sera peut-être dans le film. Le surnom Stardust de Jim donné par son père apparaît dans le roman, donc le roman qui sortait 2 mois avant le film. C'est des petits détails comme ça, mais ça reste des petits détails anodins dont on ne fait pas forcément attention, mais lors d'une relecture après avoir vu le film, ça devient plus intéressant parce que on est sûr. On sait, ah, ça c'était un lien, ça c'était un lien, ça c'était un lien. Puis de toute façon, il est sorti en France la semaine dernière. Cette semaine. Bon. Donc, à moins de lire en VO et d'être vraiment sur l'actualité, les gens le découvrent après le film. Donc voilà, et donc ce fut le seul média, le seul roman, la seule chose qui est sortie avant le film en lien avec le film, alors que l'épisode 7 avait eu comics, romans. Il y avait eu des beaux livres, il y avait eu ce genre de choses. Rogue One n'a eu droit qu'à ça, et donc c'est pour ça que je disais que d'un point de vue marketing, c'était moindre. Tout à fait. Promotion du film à travers la série Rebelle. La promotion du film à travers la série Rebelle s'est faite de 2 manières. Il y a eu l'apparition de Rebelles dans le film. Donc là, on a mis l'exemple du vaisseau iconique de la série qui apparaît dans le film. On le voit donc là, lors de la bataille, on le voyait avant sur Yavin 4. Et c'est fait donc d'une autre manière, c'est-à-dire qu'après le film, les personnages du film sont apparus dans Rebelle. Saw Gerrera, Forest Whitaker a redoublé son personnage dans la série Rebelle. Il sera présent dans la saison 4 aussi. Mon Mothma aussi apparaît dans la série, le général Jeanne Dodonna.
on retrouve quelques liens. On retrouve quelques liens, voilà. Et c'est surtout que le double épisode où Saw Gerrera apparaissait dans Rebelle est sorti juste après le film. Voilà, donc il y avait vraiment, on accompagne le film avec un épisode, un double épisode dédié dans la série. Donc il y a eu un prolongement du film après le film. Voilà. Pour rappel, Rebelle se passe actuellement, en ce moment, la dernière saison, 2 ans avant le film, avant Rogue One. Donc les liens commencent à se tisser, les deux univers se rapprochent l'un de l'autre. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de conclusion, de lien entre tout ça sur la dernière saison. Il a été annoncé qu'on ne verrait pas la bataille de Scarif des yeux des pilotes de Rebelle. On ne les verrait pas dans une saison. Les épisodes spéciaux sont envisagés. Les épisodes spéciaux, Star Wars Rebelle, Scarif, Battle, ce genre de choses. Ça pourrait être cool. Le genre de téléfilm un peu rebelle, un peu comme le spin-off de Clone Wars. Les spin-offs de spin-off, voilà. Ça s'arrête jamais. Et donc finalement, on peut dire que on va rester là pour l'instant. On peut dire que les vrais médias qui prolongent les films viennent toujours après les films. Pour l'épisode 7, c'est venu surtout après. Pour Rogue One, c'est pareil. On a la semaine prochaine 2 romans qui sortent. Un sur en anglais, mais ils arrivent très rapidement en français pour le coup. D'ici septembre, octobre, je crois, ils seront sortis en français. Un roman jeunesse et un roman jeune adulte. Encore une fois, jeune adulte, c'est type Harry Potter, Hunger Games, etc. Pas du jeunesse. Donc un sur Baze et Chirrut, pour voir un peu les coulisses de ce que sont les gardiens des Weeds, qu'est-ce que ça veut dire ça. Et un sur Jean, donc Jean a priori après être abandonné par Saw Gerrera et avant être emprisonné au début de Rogue One. Voilà, donc encore des médias qui arrivent après le film. Et il est intéressant de faire un parallèle entre les médias qui prolongent un épisode numéro T et les médias qui prolongent un spin-off, parce que finalement, on peut dire qu'il est plus facile de prolonger un spin-off, car l'histoire des persos est sans suite. Elle est plus exploitable, il y a moins de contraintes. Un roman vrai, on n'en verra pas avant l'épisode 9. Puis, sans même raconter la suite des personnages, mais avoir la jeunesse de Rey, qui sont très intéressants, mais ils ne peuvent pas se le permettre actuellement parce qu'il faut laisser plus de marge de manœuvre aux futurs réalisateurs, aux gens qui font d'autres histoires. Il faut se permettre de dire que peut-être que dans sa jeunesse elle a vécu tel ou tel truc, ou accentuer sur telle partie de sa personnalité. Mais ça viendra d'abord des films, et après, sans doute après l'épisode 9, ce sera développé dans des romans, des BD, etc. Donc finalement, des livres qui révèlent, on va dire, toute la vie des personnages de Rogue One, on en a. Dans Catalyseur, on a toute la vie de la famille Erso. On voit la naissance de Jean, on voit jusqu'au moment où il s'installe sur cette planète au début de Rogue One, cette planète où Krennic lui dit qu'il joue le fermier. On voit vraiment toute cette histoire. On va voir la suite de la vie de Jean dans Rebel Rising, les gardiens des Whigs, etc. Alors que finalement les livres épisode 7, ils sont là juste pour répondre à des petites questions qu'on se pose sur le film, mais pas petites questions. Ouais, de grosses questions, des gros manquements on va dire, mais pas divulguer toute la vie d'un personnage ou d'un élément du film. Dans Catalyseur, on a aussi toute l'histoire de l'Étoile Noire. On voit sa création lors de la guerre des clones jusqu'à ce que... Je me souviens plus de la fin. Voilà. Lisez le livre. Lisez le livre, il est sorti cette semaine. Mais voilà, on peut divulguer des éléments comme ça parce que c'est un spin-off qui n'appelle aucune suite, donc il n'y a plus rien à divulguer. C'est vrai qu'ils ont essayé de nous faire croire que sur la trilogie Aftermath, donc Riposte en français, ils nous ont fait croire que peut-être on aurait l'identité de Snoke dedans.
ils ont joué là-dessus, sur les 2 premiers tomes. Finalement, le 3e est venu répondre à la question de façon presque évidente. Bah non, Snoke, on le verra dans les films, mais ils n'ont pas raconté toute son histoire dans des romans, parce que ça n'intéresse pas le grand public. Et Bloodline, c'est pareil, quand on voit un livre qui s'appelle Bloodline, ça, traduit, ça donne les liens du sang, enfin, le lien du sang, au pluriel, et qu'on voit Leia en couverture, on se dit, oh, on va voir Leia, Kylo Ren, enfin Ben, Luke, etc. Oui, mais on voit Dark Vador aussi derrière Leia. Il y a un lien du sang entre les deux. Bah oui, mais Dark Vador avec Kylo Ren, il y a un lien aussi. Ouais. Tu vois le test de Dark Vador dans l'épisode 7, donc on s'est dit on va avoir plein de révélations sur Ben, avec son oncle Luke, avec sa mère Leia, etc. Et finalement, c'est pareil, on suit que Leia dans le roman et Ben n'apparaît jamais. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter sur cette différence de traitement entre les spin-offs et les épisodes numérotés? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est juste qu'on a énormément de livres en lien avec Rogue One qui prolongent vraiment le film, qui divulguent toute la vie des personnages ou d'éléments du film. On va dire que l'étoile noire aussi découle des choses. Alors que l'épisode 7, on a ce Bloodline qui vraiment va faire le travail et tout le reste c'est du bonus. Comme Expo d'Amron qui n'apprend rien sur le film. On a un roman jeunesse que je ne vais pas mentionner. Et on a la trilogie Aftermath qui a fait Rick Foss qui a fait croire que, mais en fait, non. Bon, et bien du coup on va passer au futur. Dans 1 an et une vingtaine de jours. Ce film, Monsieur Han Solo, alors, il ne s'appelle pas Han Solo, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas encore quel sera le titre du film, ou Han Solo, comment vous prononcez. Donc on a une bonne partie du casting qui a été décidé, donc on a... je ne me trompe pas sur les noms. Alden Ehrenreich, qui va reprendre le rôle de Han Solo, c'était au milieu, la chemise bleue. On a Woody Harrelson, donc le monsieur avec le pull bleu, qu'on a déjà vu dans Zombieland, dans Insaisissable, et Insaisissable 2 malheureusement. Il va faire une sorte de mentor d'Han Solo. On a Donald Glover, qui est déjà vu dans Community, qui va reprendre le rôle de Lando Calrissian. On a aussi... Regardez Community. Regardez Community. Très bon conseil. On a Jonas Suotamo, qui reprend le rôle de Chewbacca. C'est déjà lui qui était la doublure de Peter Mayhew dans l'épisode 7. C'est un basketteur finlandais, je crois, qui est très très grand. C'est comme Peter Mayhew commence à se faire tout à fait jeune. C'est cette personne qui a repris le rôle de Chewbacca, il a fait la transition et je crois qu'il n'y aura que lui qui jouera Chewbacca dans le film Han Solo. À moins qu'on fasse autre chose. On a Emilia Clarke aussi, déjà vue dans Game of Thrones. On a Terminator. Aussi, peut-être pour l'oublier. Tandy Newton, Phoebe Waller-Bridge. Michael Kenneth Williams aussi qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps. C'est un film qui va être réalisé par Christopher Miller et Phil Lord, réalisateur de 21 Jump Street, 22 Jump Street, et c'est les deux bonhommes qu'on voit à gauche et à côté de Donald Glover, qui ont donc fait les Jump Street, qui ont réalisé Lego Movie, le meilleur film d'animation de ces dernières années. Regardez-le, c'est vraiment important. Il a aussi fait Tempête de Blueprint. Mais si, ce film est génial. J'aime mieux ça. Donc voilà, il y a des gens qu'on espère pouvoir encore faire plein d'autres choses et on espère pouvoir faire plein de choses très cool sur Solo. Comment ça? Je sais plus si c'était toi ou quelqu'un qui disait ça. S'ils ont fait un film sur les Lego, ils peuvent tout faire. En tout cas, ils peuvent tout faire, ça c'est sûr. S'ils ont fait un film bon sur des Lego, ils peuvent tout faire. Et c'est parce qu'il est bon ce film. Il est excellent. C'est le meilleur film du monde. Le tournage a commencé en février 2016 à Londres. Comme tous les Star Wars, il est tourné au studio Pinewood. Je crois qu'ils ont fait un contrat pour 10 ans avec Pinewood pour tourner tous les Star Wars. C'est continué pendant quelques années. Ils sont allés faire des extérieurs sur l'île de Fuerteventura, dans les Canaries, et un petit peu aussi en Italie, dans le massif des Dolomites. Alors on aura un paysage montagneux.
Il y a une rumeur aussi comme quoi il faudrait aller tourner en Norvège. Ça, on ne sait pas encore si c'est officiel ou pas. On ne sait pas sur quelle planète il va aller se balader. Il y a eu des rumeurs de Corellia, Tatooine, bon, Narshada. Voilà. Ça, après, c'est aussi parce que nous, on connaît l'univers étendu, donc par rapport à l'histoire précédente qui avait été racontée sur la jeunesse de Han Solo, il y a des choses qu'on attend. Est-ce qu'ils vont nous prendre à contre-pied et raconter complètement autre chose? Ils en sont bien capables. De toute façon, ils ont réalisé The Lego Movie, donc ce sera très bien. Comment? Mais on sait qu'il y aura. Dans le film, on sait qu'il y aura, de raconter. Il y aura. T'as pas fait des notes? Si, j'ai fait des notes, mais je ne vois pas où c'est que tu en viens. Alors, on sait que comment Han Solo récupérera. Ah oui, ce genre de détails. Voilà, on a eu ça devrait y aller. On sait que voilà, il y a la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, la récupération du Faucon Millennium. A priori, Lando va pas être très content. Est-ce que c'est du spoiler? Je sais pas. Regardez l'épisode 5 et puis voilà, c'est à peu près les informations qu'on a. Est-ce qu'on aura le raid de Kessel Ring en moins de 12 parsecs ou en moins de 20 parsecs suivant la version? On verra. On verra. Et puis, après ça, nous avons un solo. Juste sur un solo, tu sais les dates Universe, c'est quelques années avant, c'est 4-5 ans avant. Et c'est sur plusieurs années. Exact. C'est un film qui durera plusieurs années. Voilà. Pratiquement le premier film Star Wars qui fait ça de tous les temps. Même les autres spin-offs ne le faisaient pas. Rogue One, on ne peut pas vraiment dire que c'est sur plusieurs années, c'est un flashback qu'on a au début. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, il y a aussi un truc, c'est que Rogue One nous a montré que Industrial Light and Magic était capable de créer des acteurs entièrement numériques, donc de recréer Peter Cushing pour faire le grand Moff Tarkin et la princesse Leia. Là, a priori, sur Han Solo, on n'aura pas un Harrison Ford rajeuni et j'ai oublié son nom, Billy Williams, dans le rôle de Lando Calrissian. On aura vraiment ces acteurs-là avec leur vraie tête. Parce que voilà, c'est aussi des acteurs bankable, on ne va pas les remplacer par quelqu'un d'autre. Le dernier détail que je veux aborder, c'est juste qu'il y a eu une information qui est passée, qui a été mal traduite en français. C'était dans le film, on saurait comment Han Solo obtient son nom. Non, c'est pas ça l'information. Il s'appelle Han Solo, c'est comment Han Solo se fait son nom. D'accord? Donc, comment il fait sa réputation. Sa réputation, voilà. Donc, vous avez peut-être vu une information comme quoi Han Solo s'appellerait pas Han Solo en vrai, et il obtient ce nom dans ce film, non, il s'appelle bien Han Solo. Et on verra comment il se fait cette réputation qui fait que quand on entend son nom, on sait qui il est. C'est un chantier coréen. Donc ça c'est le deuxième spin-off, deuxième Star Wars Story qui est prévu l'année prochaine, mais comme on est chez Disney, on a un gros plan pour l'avenir. 2020 on le sait, ça a déjà été annoncé depuis un bon moment, il y aura une troisième Star Wars Story, mais on ne sait pas quelle sera cette histoire. Je pense que l'annonce est prévue pour cet été, oui. Soit au Comic Con, soit à la D23. Peut-être qu'il y aura plus de détails aussi à l'un ou à l'autre. Mais il y a des pistes qui sont récurrentes, il y a des rumeurs qui sont très récurrentes depuis longtemps. On a parlé tout à l'heure du spin-off sur Boba Fett par Josh Trank. On sait que c'est encore dans les cartons, que le scénario est là, ça n'a pas bougé. Voilà, celui-ci, c'est sûr qu'il arrivera un jour, parce que vu la popularité du personnage, de toute façon, ça se fera. Boba Fett avec plein d'autres chasseurs de primes, sans doute ceux qu'on voit dans l'épisode 5 sur le pont d'Executor, c'est quelque chose que tout le monde attend. Ça ne se fera sans doute pas par Josh Trank, mais il y aura un réalisateur un jour qui l'acceptera. Avec Simon Spielberg au scénar. À moins qu'il se décide d'admirer Simon Spielberg, et là peut-être que d'autres choses se feront, mais on verra. Le pitch, le synopsis du film était prêt pour Josh Trank, écrit par Simon Spielberg, 3 lignes qui résument. Je pense qu'il avait déjà commencé à faire la pré-production. Parce que c'était celui qui était censé arriver avant Yann Solo. Mais il a été fait programmer par un serveur. Donc voilà, et c'était pas Boba Fett, c'était vraiment un groupe de chasseurs de primes mené par Boba Fett, mais le film ne se serait jamais appelé Boba Fett. Voilà. Oh. Non. Sûr. Ouais. C'était un groupe de chasseurs de primes
dont Boba Fett, il tient le rôle principal, hein, c'est sûr, mais... Bon, on en reparle en 2020 s'il le sort. Voilà, c'est comme Rogue One, ça s'appelle pas Jean, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, on a oublié d'en parler sur Han Solo, le nom de production c'est Red Cup, en référence au gobelet de café. Petite anecdote au milieu. Donc le spin-off sur Obi-Wan, hein, qui est très récurrent pendant son exil. S'il se fait, c'est sûr, ça sera avec Ewan McGregor. Hein. Il a déjà dit qu'il voulait revenir. Voilà, il y a pas mal d'appels de pied, je crois, depuis 2015, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils feraient des nouveaux films. De toute façon, tous les acteurs de Star Wars ont fait une déclaration à un moment ou à un autre pour dire que si on les rappelait, ils étaient d'accord pour revenir. Je crois qu'il l'a dit plusieurs fois quand même, Ewan McGregor, donc ça pourrait se faire. À un moment, ça parlait même d'une trilogie sur Obi-Wan. Hein. Ouais. Sur Tatooine, va falloir creuser. Ouais, surtout que c'est une époque qui est déjà un peu exploitée, parce que le personnage d'Obi-Wan en exil apparaît dans des comics, dans des romans et dans Rebelle. Donc, on commence à avoir pas mal de petites pistes, pas mal d'éléments de son exil, donc il faudra faire attention à tout ça, surtout qu'ils nous vendent tellement leur univers comme un univers qui forme un tout et qui est cohérent. Il faudra faire très attention si on fait un film sur Obi-Wan. Si on fait un film sur Obi-Wan, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il vieillit autant en 20 ans. Peut-être une expérience bizarre, comme elle tournait. Il a cramé au soleil pendant 3 jours. Et quand on voit son apparition dans Rebelle, 2 ans avant Rogue One, ils ont vraiment pris du Alec Guinness et pas du McGregor. C'est vrai. Alors que quand on le voit en comics, on voit plus du McGregor que du Guinness. Exact. Et puis, dernière rumeur en date, je crois qu'on n'avait pas entendu parler avant, il y a un petit mois, c'était de faire une romance pour jeunes adultes, donc Twilight, Hunger Games, ce genre de film, à la sauce Star Wars. Donc tester encore un nouveau format. Rogue One avait été vendu comme un film de guerre. Han Solo, ça va être plus un western, film de casse. Donc pourquoi pas tenter autre chose. Le peu d'informations liées à cette rumeur qu'on a, ça serait pas une romance cucu, hein. Ça serait plus... Mais Hunger Games, c'est pas une romance cucu. Non, justement, oui. Ce que je dis, c'est que on nous a dit que ça serait quelque chose comme la romance Han et Leia. Ce serait pas quelque chose... une romance tragique, pas quelque comme chose dans l'épisode 5. Voilà, romantique, tragique... Histoire de continuer dans les clichés, on dit même que ça serait une réalisatrice et pas un réalisateur. On reste dans l'information qui tourne. Voilà. Ça, on en fera plus tard. Dans tous les cas, on sait que ça peut marcher, hein, parce qu'il y a eu le roman Étoile perdue qui est sorti et qui a été, avant Bloodline, le meilleur roman qu'on a lu de ces dernières années. Voilà, qui est un roman sur plusieurs années avec une romance type Roméo et Juliette. Où il y en a une qui est dans l'Empire, l'autre qui est chez les rebelles, et ils n'arrêtent pas de se croiser. Et voilà, donc, on sait que ça peut marcher dans le Star Wars, ça a déjà été fondé, mais on ne sait pas si ça arrivera. Et puis quelque part c'est intéressant parce que les spin-offs c'est aussi l'occasion pour Lucasfilm de tenter d'autres choses. C'est vrai que les films numérotés de la saga, même si je n'utilise pas trop les numéros, ils ont une sorte de cahier des charges, il faut qu'il y ait des batailles spatiales, il faut qu'il y ait un peu de combat au sol, des blasters, un Skywalker, du sabre laser. Les spin-offs peuvent vraiment se permettre de faire complètement autre chose, de nous mettre là, présenter ça comme un film de guerre, d'avoir des grosses batailles spatiales, nous intéresser à des gens qui sont pas grand chose, qui montent une équipe, faire un Obi-Wan Kenobi, voilà, ils peuvent se permettre de faire des exercices qui seront que sur un seul film, de s'éloigner des habitudes de la saga Star Wars, et donc proposer autre chose. Surtout que Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm, l'avait dit Rogue One c'était le coup d'essai. On voit si ça marche, et si ça marche, on pourrait envisager de faire pratiquement que des spin-offs à l'avenir, commencer à espacer les films après la 3e trilogie. La 4e trilogie serait pas vraiment prévue. Ils en ont un petit peu parlé, mais l'idée ce serait plus d'attendre peut-être encore 15 ans voilà. Pour toucher encore une nouvelle génération. Peut-être, il y a une rumeur qui disait prolonger Star Wars avec une série, mais une série en modèle trilogie, c'est-à-dire une série qui s'intéresserait au Skywalker.
les épisodes numérotés, c'est sur les Skywalker. On va dire Solo Skywalker. Mais voilà, donc prolonger plutôt la saga en série et au cinéma continuer sur des spin-offs. Rogue One c'était le coup d'essai. Il s'appelle Rogue One. Voilà, c'est le premier voyou. Le premier un peu hors de la saga normale. Le choix du titre est assez sympa pour ça. Et donc en 2021, 2022, peut-être uniquement des spin-offs, d'autant plus que Guillermo del Toro serait en discussion. Oui, mais Guillermo del Toro, il a 15 projets dans les cartons et il n'en fait jamais aucun. Non, mais c'est vrai. C'est un peu dommage. Ouais, on ne sait jamais avoir une trilogie de films sur l'Ancienne République, ce serait cool. Et moi je milite pour ça depuis des années, mais peut-être un jour. Je crois qu'on va arriver sur la fin, voilà. Je pose aussi la question de avoir un film tous les ans. Là on voit Marvel, oui, retour en mai, c'est vrai qu'on avait parlé un peu hier. À partir de Han Solo, les films reviennent en mai, donc entre l'épisode 8 et Han Solo, on n'aura que 6 mois à attendre. Et du coup l'attente sera encore plus longue entre 2018 et 2019. Mais c'est vrai que oui, on voit sur Marvel, on a 3 films Marvel par an, plus Sony qui va sortir des Spider-Man et sans doute d'autres trucs dans l'univers Spider-Man, les X-Men qui vont repartir d'ici quelques années, les films d'ici qui peut-être un jour décolleront. Est-ce qu'on a envie d'avoir une indigestion de Star Wars? Est-ce qu'on aura une indigestion de Star Wars? Après tout, on a déjà plein de séries télé, de bouquins, de BD au fur et à mesure de l'année et on en redemande. Peut-être qu'on n'aura jamais assez de films. Star Wars a vécu 10 ans uniquement sur papier et les jeux vidéo, ça peut continuer. C'est vrai. Mais ceci dit, Star Wars a vécu pendant 30 ans, voire 35 avec juste 6 films. Et là, en 2020, on en aura 12. Ça va changer. Il y a beaucoup de choses. Donc on verra pour la suite. On arrête là? Bon. Et bon appétit à tous. Et puis merci les amis.